Bonsoir, bienvenue dans ce 11e numéro de la saison 2 de Space Hack. Après avoir ramené un bon point de la Beaujoire, nos ciels et marines recevaient l'ogre parisien pour la première fois dans l'histoire du stade Océane et 15 ans après la dernière rencontre face au club de la capitale. Nous vous proposons de revenir sur ce match, bien sûr, en deuxième partie d'émission, juste après le quiz de CSC qui nous rejoindra tout à l'heure. Et en première partie, nous parlerons football, nous parlerons Ligue 1, nous parlerons ciel et marine, bien sûr, avec un invité que nous vous présenterons juste après le tour de table. C'est samedi après-midi, il les passe devant sa série préférée, la merveilleuse aventure des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Salut Guillaume. Salut Romain, salut tout le monde. Série ô combien passionnante, où il se passe toujours quelque chose et en général on se marre bien avec les Bordelais. C'est clair, c'est clair. Avec lui aussi on se marre bien avec les tweets de Footix qui sont un jour ultra parisiens et le lendemain supporters du Hack. Notre ami capitaine Romain est aux manettes ce soir. Salut Romain. Salut à tous. Le plus important sera le premier quart d'heure. C'est ce que notre voyant maison a déclaré avant la rencontre de dimanche. Il n'avait pas tort, encore une fois. JC est à nos côtés ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir les amis. À quand un livre sur tes plus belles prédictions JC? Parce que j'aimerais bien une dédicace moi. J'y pense. Ok. Voyant, il ne l'est pas, mais il a déclaré un 2-0 pour Paris serait un bon résultat. On verra tout à l'heure avec lui s'il partage toujours cet avis. Clément est avec nous ce soir. Salut Clément. Salut, ça va? Bonjour à ton fils au passage. Oui, c'est Ulysse. Dis bonjour Ulysse. Voilà. Salut. Alors que certains mangeaient un rouge sur le terrain dimanche midi, d'autres en buvaient à table avec les copains de l'EHPAD. Vivien est à nos côtés ce soir. Salut Vivien. Enfoiré. Salut à tous. Toi, je peux pas te louper, toi. Je suis pas prêt d'aller au hack, moi je te le dis. Sa parole se fait de plus en plus rare sur les réseaux et pour cause, il ne marque plus contre le camp de nos adversaires. CSC sera avec nous ce soir. Il faudra en profiter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous. Et bien sûr, le chat LioSpace. Et ce soir, Romain, notre invité occupe un poste au plus près des joueurs et des entraîneurs. Oui Guillaume, ce soir nous allons parler football mais surtout Ligue 1 car notre invité passe ses week-ends au plus près des acteurs de notre championnat, au plus proche de l'action au bord de pelouse. Il a déjà couvert le Hack à plusieurs reprises, nous en parlerons avec lui. Nous avons la chance de recevoir ce soir Reda Emrabi, journaliste Amazon Prime. Bonsoir Reda, comment vas-tu? Bonsoir à tous messieurs, merci à vous de m'avoir invité et je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, Reda, peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours? Ouais, pas de souci. Écoutez, bonjour à tous. Reda Amrabit. Donc, je suis journaliste depuis vraiment une petite dizaine d'années dans le milieu du sport, du foot plus particulièrement. Pour la faire court, après des études parisiennes, j'ai intégré plusieurs rédactions. J'ai été pigiste et puis ensuite titulaire en CDI, plus précisément à RMC Sport, où j'ai évolué pendant 4 ans. Ça a été un super centre de formation. Et après, je suis parti du côté de Téléfoot, la fameuse aventure Téléfoot qui a bien connu le président du Hack, un certain Jean-Michel Roussier, qui a été courte, comme vous le savez ici, avant de partir du côté de Prime Video, où effectivement, ça fait maintenant 3 saisons que je suis au sein de l'équipe Prime Video en tant que bord-terrain, JHF comme on dit, et où j'ai la chance de faire beaucoup d'affiches, notamment, je crois de mémoire, si je compte bien, 4 matchs du Havre depuis le début de saison, donc autant dire que je connais assez bien les Hackmen à présent. Et j'avais observé leur parcours avec beaucoup d'attention dans le passé, puisque je vous avais dit que j'ai fait partie de l'aventure Téléfoot Media Pro. Il y a beaucoup de gens qui sont au Havre, et pas que le président, qui ont fait partie de cette aventure, dont votre directeur sportif, dont l'analyse technique, dont un des attachés de la communication. Donc c'est quelque chose que je suis avec beaucoup d'attention. Et voilà, c'est toujours un privilège et un honneur de pouvoir être bord-terrain, de pouvoir couvrir cette belle Ligue 1 et de voir cette équipe normande évoluer avec de l'optimisme dans le jeu et avec des résultats surtout, même si hier c'était une défaite. Alors Reda, on a pas mal de questions pour toi. Tu as eu l'occasion de couvrir l'ensemble des clubs de Ligue 1 depuis ce début de saison ou pas? Et tu étais sur quel match ce week-end? Alors, ce week-end, c'était assez particulier parce que je travaillais sur le match Le Havre PSG sur Prime Video, mais j'ai fait un reportage autour du match. Donc tout à fait, j'ai entendu. J'étais pas sur le match à proprement parler. Sinon, de façon générale, moi, je suis beaucoup sur les matchs de 15 heures. C'est pour ça que j'ai beaucoup couvert Le Havre depuis le début de saison. J'ai fait Le Havre-Lorient, qui est un beau souvenir pour vous, une belle victoire 3-0. Il y a eu Le Havre Clermont avec Mohamed Bayo qui a inscrit ses premiers buts de mémoire. Il y a eu
Soporifique Metz-Le Havre, je pense on est beaucoup à avoir vécu comme tel, et puis la très belle victoire du côté de Toulouse. Donc voilà, moi je suis au plus près de la lutte pour le maintien généralement. Et au-delà de ça, c'est des matchs qu'on dit souvent entre guillemets de bas de tableau, donc égal, pas forcément intéressant, mais c'est bien loin de là, notamment les prestations du HAC, à part le match contre Metz où effectivement ça a été compliqué d'un point de vue spectacle. Jusqu'ici, à chaque fois, il y a eu de la production de jeu, il y a eu des buts, et voilà. C'est surtout ces matchs-là sur lesquels je suis basé. Ça m'est déjà arrivé de faire du 13h, du 17h, comme on dit, avec des matchs avec des équipes du haut de tableau, mais voilà, c'est surtout ça, le nerf de la guerre en Ligue 1, c'est se maintenir, et c'est ce que fait pour l'instant très bien Le Havre. JC, je crois que tu avais une question pour Reda. Oui, bonsoir Bonsoir. Reda. Si tu devais retenir un stade de Ligue 1, ce serait lequel et pourquoi? Alors, je dirais que le stade qui m'a le plus impressionné, ça reste Bollaert, parce que Bollaert, 40 000 personnes qui scandent pendant 90 minutes avec, vous savez, les virages qui sont pas vraiment en virage, du coup, qui sont vraiment dans les tribunes en face de la caméra télé. C'est spectaculaire et c'est très émouvant au moment des corons. Donc forcément, Bollaert, c'est assez incroyable. Geoffroy Guichard aussi, même si j'ai connu un Geoffroy Guichard qui était dans une situation très tendue, puisque c'est la saison où Saint-Étienne descend. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis à côté de ça, je dirais que c'est des stades qui, certes, peuvent paraître pas grand-chose comme ça d'un point de vue ambiance. On n'en parle pas assez en France, mais je trouve il se passe pas mal de choses en termes d'ambiance, en termes de ferveur. Je trouve que la Baie des Champs l'an dernier, c'était magnifique à voir. Et ce qu'ils font en Ligue 2 cette année, c'est tout aussi bien en termes de ferveur et d'ambiance. Je trouve que le Stade Océane m'a surpris parce que j'ai fait mes premières fois au Stade Océane cette année, figurez-vous. Je les avais pas fait en Ligue 2 et le COP Ciel et Marine est là. Il y a une très très belle ferveur. J'en parlais avec Jean-Michel Roussier, mais de façon générale, on s'attend à ce que sur des grosses affiches, il y ait le stade plein et que sur les plus petites affiches, il y ait que ça soit à moitié plein. Ça arrive souvent dans beaucoup de. Et ben c'est pas le cas avec le Havre cette saison. Alors ça peut s'expliquer par plein de choses, la montée en Ligue 1, le fait qu'il y ait une promotion, le fait que forcément ça donne du dynamisme. Mais au-delà de ça, je dirais qu'il se passe quelque chose aussi d'un point de vue jeu et que les spectateurs sont partie prenante de ça. Et je l'ai surtout senti lors du match contre Lorient et lors de la deuxième mi-temps contre Clermont, c'était très compliqué. Et là, on a senti que le stade a poussé. Et je pense que s'il n'y a pas le stade derrière, s'il n'y a pas les supporters derrière, l'issue n'aurait pas été une victoire. Donc voilà pour les stades qui m'ont marqué. Je pense aussi à Francis Lebelé aussi, qui paraît pas grand-chose, qui est un stade encore un peu vétuste, mais qui a une vraie ferveur avec les Tisef qui donne beaucoup de la voix. Et de façon générale, et on dit souvent que cette Ligue 1, en termes de spectacle, etc., c'est un peu difficile parfois, mais en termes de ferveur dans les tribunes, en termes de taux de remplissage, quasiment, 90% des clubs sont vraiment au diapason et ça fait du bien à voir, surtout après l'épisode Covid qui a été assez long et avec des tribunes vides. Voilà. Et j'ai vécu l'épisode Covid dans les stades, puisqu'à l'époque j'étais à Mediapro Téléfoot, et je peux vous dire que le stade René Gaillard à Niort, avec 0 spectateur contre Châteauroux, c'est spécial. Bon, c'est comme d'hab, quoi, c'est non? C'est vrai que Niort c'est compliqué, mais ils sont dans une situation tellement spéciale au niveau de l'extra sportif. Ouais. On va pas tirer vrai. sur l'ambulance, on va dire. Non, c'est une petite boutade. Vivien, justement, tu voulais revenir sur la Ligue 1, je crois. Oui, bonsoir Reda. Bonsoir. Bonsoir à tous. Une petite question, une transition toute trouvée. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as évoqué le niveau de la Ligue 1. Je voulais justement avoir ton ressenti sur l'évolution du niveau de la Ligue 1, l'évolution sur ces dernières années, et puis de manière un peu générale, comparativement par rapport au championnat majeur européen, avoir un ressenti général là-dessus. Alors moi, j'ai un discours qui est, on va dire, nuancé sur le niveau de la Ligue 1 et faut mettre totalement de côté l'étiquette du fait que je travaille pour le diffuseur principal et que je vais vous dire que c'est exceptionnel, etc. Je vais pas vous dire ça du tout. Néanmoins, je pense qu'il y a eu plusieurs Ligue 1. Moi, je suis foot depuis 25 ans et on va dire que la Ligue 1 a connu une belle progression, notamment durant la période entre 2020 et 2023, jusqu'à l'année dernière. Le niveau était, je trouve, assez bon. Je vais peut-être surprendre beaucoup de gens dans le chat, mais parce qu'on a vu des équipes et des entraîneurs qui arrivaient sur le tard et qui ont proposé quelque chose de différent. Vous le voyez avec Lucas Exner et vous l'apercevez avec Le Havre, mais quand on voit ce qui se passe avec Wickstick du côté de Reims, c'est très intéressant.
Quand on voit ce qui se passe du côté de Marseille, ce qui a pu se passer avec des entraîneurs très dogmatiques entre Tudor et Sampaoli, ça plaisait pas forcément à tout le monde, ni même aux Marseillais, les principaux intéressés, mais forcément c'est intéressant. Quand on voit ce qui se passe avec Farioli, certains diront que c'est chiant, mais c'est défini, c'est quelque chose d'assez intéressant. Néanmoins, depuis le début de saison, donc je vous ai parlé de cette période entre 2020 et 2023, mais néanmoins depuis le début de saison, effectivement, je dirais pas que c'est les affiches que je fais du dimanche 15h qui posent problème. Je trouve qu'il y a de l'adversité. Moi, j'ai fait Lorient-Metz, par exemple. Ça paraît rien, mais il y a eu 3-2. C'était un match totalement spectaculaire avec énormément d'intensité. Et avec un coach comme Régis Lebris qui lui aussi a de très bonnes idées, même si c'est compliqué en ce moment. Mais c'est surtout sur les équipes qui joueraient les outsiders pour l'Europe où là, ça se complique. On sent que Lens, étant donné la perte de Seko Fofana, c'est plus compliqué. On voit ce qui se passe avec Lyon, qui est assez dramatique, où là il se passe quasiment rien. Et Le Havre aurait pu d'ailleurs l'emporter à des signes il n'y a pas très longtemps. On voit ce qui se passe avec Marseille, où effectivement l'identité Gattuso, c'est un énorme point d'interrogation pour l'instant. Rennes a perdu Genesio, ils reviennent avec Stéphane, eux aussi ils sont dans un point d'interrogation. Et donc je pense que ces outsiders européens qui font pourtant bonne figure en Europe, sont en ce moment dans une période un peu de transition où ils ont du mal à se trouver, alors que l'an passé, ils répondaient véritablement présents. Et je pense que c'est ce qui explique cette petite baisse depuis le début de saison. Et je dirais notamment sur les affiches, on va dire, de deuxième, de troisième, de quatrième choix. Et c'est peut-être pour ça que le championnat paraît moins spectaculaire. Et puis sur la question par rapport aux autres confrères européens, c'est marrant parce que je lisais une interview intéressante d'Igor Tudor il n'y a pas longtemps là-dessus, qui disait qu'en gros, de la première à la sixième place, il n'y a pas photo, la Ligue 1 est largement en dessous du top 5 et du top 4. Et on peut dire en combat ou en match avec les Pays-Bas et le Portugal. Mais de la 6e à la 20e place, je ne sais pas si l'Italie a mieux que nous, je ne sais pas si l'Allemagne a mieux que nous, je ne sais pas si l'Espagne a mieux que nous. Et je dirais même, je ne sais pas si certaines équipes d'Angleterre ont mieux que nous. C'est ça le paradoxe Ligue 1, et c'est pour ça que j'ai un avis tout à fait nuancé là-dessus, parce que il faut sortir un peu des caricatures. Oui, il y a des 0-0. Oui, parfois, c'est difficile. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Metz-Nice avec une victoire 1-0, but de Boudaoui. C'est compliqué. Metz, parfois, c'est un peu compliqué. Je l'ai fait ce week-end. J'espère qu'il y aura un minimum de spectacle contre Brest. Oui, il y a encore des entraîneurs un peu plus pragmatiques que les autres, Derzakarian, Bologna. Ça, c'est un fait. Mais il y a une proposition, il y a des propositions. Et Le Havre en est une illustration. Et je ne pense pas que Le Havre, sans la proposition Exner, si je puis dire, serait à ce niveau-là au classement, sans avoir une idée de jeu réelle et définie. Donc voilà, moi je pense qu'on a tous connu une Ligue 1 dans les années 2000, post-Coupe du Monde 98, où il y avait une philosophie de jeu très défensive qui était prônée, avec énormément de 0-0 samedi à 20h pour les habitudes du multiplex. Et c'était une période où Le Havre était aussi en Ligue 1, et c'était peut-être un peu plus compliqué du côté de Jules Deschazos. Là, je pense qu'effectivement, c'est une proposition différente. C'est pas encore le top niveau. On a encore énormément de travail, les droits télé, le fait qu'on lâche nos joueurs trop tôt. Mais il y a une proposition. Merci Reda. Alors une toute autre question qui te concerne. Est-ce que tu as déjà commenté des matchs ou est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou qui te plairait en fonction de ta réponse? Il se trouve que moi je commente à côté et j'ai déjà commenté des matchs bien sûr. Moi je commente beaucoup sur l'équipe live. Alors c'est l'équipe qui a créé sa propre plateforme et qui diffuse les matchs de qualification aux Coupes du Monde, Copa América, Euro, etc. Donc c'est généralement là où je commente. Il m'est déjà arrivé de commenter pour Prime en Ligue 2. C'était pas avec nos amis à vrai, mais ça m'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé de commenter à Téléfoot. Donc c'est quelque chose, c'est un exercice que j'ai déjà pratiqué. J'ai commencé à RMC Sport du temps de l'Europa League et de la Première Ligue qui était sur les antennes d'RMC notamment. Et petit à petit, j'ai pratiqué. Alors souvent en cabine, parfois au stade, souvent en Ligue 2. Certaines fois sur des multiplex Ligue 1 aussi. Je me souviens avoir été dans le dispositif Prime il y a 2 ans. Donc voilà, oui, c'est quelque chose que j'apprécie. Après, le commentaire, il y a toujours comment je pourrais dire ça? Commentaire cabine et le commentaire stade, ça n'a rien à voir. Donc, et malheureusement aujourd'hui, avec les réductions de coûts de production inhérentes à nos médias, on fait beaucoup moins de stades et un peu plus de cabines, ce que je regrette. Mais à côté de ça, dans ce que je fais en tant que bord-terrain, j'essaye d'être troisième commentateur, si je puis dire. C'est-à-dire d'être les yeux et les oreilles, mais pas que. C'est ma visibilité au poste auquel je suis.
il y a des choses qu'on peut percevoir que vous ne percevez pas sur le plan large de TV et qui font que, effectivement, une attitude, un dispositif tactique, une façon de sentir le match, voilà, c'est aussi une façon de commenter. Donc, à mon rôle, j'essaie d'être un peu troisième commentateur et pas me cantonner, au fameux point météo et au changement et arrêt de jeu. Donc, oui, c'est un exercice que j'aime beaucoup à part entière. Oui. JC, tu voulais revenir sur une question d'actualité, je crois. C'est ça, un sujet un petit peu moins gai, mais Reda, que penses-tu toi de la situation actuelle concernant les violences dans les stades et certainement le risque d'interdiction de déplacement? C'est ce qu'a dit Vincent Labrune aujourd'hui, c'est ce qui a été affirmé par la ministre. Ouais. C'est une situation sur laquelle, comment je pourrais dire ça? C'est une situation sur laquelle en France, on n'a pas trouvé de doctrine. C'est-à-dire qu'on tâtonne. On a appliqué des règles un petit peu ridicules, notamment sur les fumigènes, etc. Et puis on a été un peu laxiste sur tout ce qui était dans le domaine de la sécurité en France. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas de spécialiste de la question. Et il y a un travail qui a été fait en Angleterre, même si en Angleterre le hooliganisme revient, qui a été assez drastique et sur lequel je suis pas forcément favorable, ce qui était d'augmenter drastiquement les tarifs et d'interdire beaucoup de monde de stade. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est une doctrine. Il faut choisir une doctrine. Et là-dessus, l'État, les différentes préfectures, le ministère de l'Intérieur est toujours entre deux eaux. Alors, il y a une situation que beaucoup de gens connaissent et que les supporters parisiens connaissent. C'est le fameux plan Le Prou qui a eu lieu en 2010, qui a été assez drastique. C'est à la suite d'un mort, là aussi. Ça a permis la dissolution d'un certain nombre de groupes de supporters. Ça a donné une ambiance au parc qui n'était pas la même qu'avant. Ça, c'est vrai, avec notamment 5 premières années qui ont été très difficiles au début de l'ère Qatari. Mais on va dire que bon an, mal an, il y a eu la construction d'un collectif Ultra Paris qui a été créé aux alentours des années 2015-2016. Aujourd'hui, il y a le retour d'une vraie ambiance au parc sans qu'il y ait de soucis d'insécurité au stade. Parce que pour moi, le public de Ligue 1 que je côtoie chaque semaine, faut pas l'oublier, ce public-là doit être en sécurité au stade. C'est un public familial avec des enfants. Il y a beaucoup de tribunes familles qui sont développées et c'est ça le nerf de la guerre. Et à côté de ça, il faut créer une ambiance, une ferveur, quelque chose de différent. Je trouve que ce que fait l'Allemagne est pas mal là-dessus d'ailleurs. Vous regardez ce qui se passe à Dortmund, ce qui se passe à Augsbourg. Vous avez à la fois des tifos extraordinaires et spectaculaires et une ambiance bon enfant. Faudrait qu'on y arrive. Comment ? Je suis pas le ministère public, je suis pas le ministère de l'Intérieur. Est-ce que les interdictions de déplacement de supporters sont nécessaires ? À court terme, peut-être. À court terme, peut-être. Ça sera très injuste parce que, par exemple, vous avez fait un super déplacement il y a pas longtemps. Vous avez été salué dès la deuxième journée, si je dis pas de bêtises. Enfin, dès la première journée à Montpellier, on vous a vu en masque, comme si elle est marine. Moi, je vous ai aperçu à Toulouse. Là encore, vous étiez représenté en masse. Alors, ça c'est très injuste pendant que ce soit jusqu'à la fin de saison que malheureusement vous n'ayez pas accès au stade. Mais est-ce qu'au vu des situations qui se produisent actuellement, c'est pas la solution ? Est-ce qu'on est sur est-ce que cette punition bête et méchante doit être testée ? Là, franchement, je suis incapable de vous répondre. Mais c'est une option qu'il faut pas mettre de côté. En tout cas, voilà, ce qui s'est passé ce week-end. Bon, après, il y a une histoire assez particulière. Moi, j'étais très choqué par ce qui s'est passé à Montpellier avec les Brestois. Ça, c'est des choses qui sont quand même incroyables. Et puis, je parle même pas de ce qui s'est passé à l'Olympico, qui pour moi a été la vraie prise de conscience collective. Donc, non, c'est une situation qui est compliquée. Je suis pas Darmanin, heureusement. Mais je pense qu'effectivement, à court terme, la solution drastique peut être une option. Et après, on peut créer peut-être un moratoire, faire une conférence avec les différents groupes de supporters en France, essayer de travailler, ce qu'on fait assez peu en France, pour trouver des solutions à long terme qui soient convenables pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut le souligner parce que on se connaît bien avec les groupes ultra. Les supporters à vrai sur les déplacements qu'ils ont fait ont été irréprochables et ça a été souligné même à plusieurs reprises. Non, voilà, je dis pas ça parce que ce soir c'est le Space Hack, mais c'est vrai, les supporters à vrai ont vraiment été irréprochables lors de tous leurs déplacements depuis le début de saison. Clément, je crois que tu avais souligné des questions parmi les auditeurs. Ouais, une question de Pep Lesner. Comment sont attribués tes matchs, les matchs que tu dois couvrir le week-end ?
Oh, c'est assez simple. Bah, en gros, ce qui se passe, c'est que généralement, vous savez qu'il y a la programmation en Ligue 1. Je pense que vous la connaissez bien parce que tous les supporters sont attentifs à ça. Il y a une programmation qui est définie généralement 3 semaines, un mois à l'avance. Alors après, c'est au gré des Coupes d'Europe, malheureusement, parce que parfois, il faut attendre qu'un club français soit qualifié ou non pour savoir si, en fonction des deux diffuseurs, c'est le choix 1, c'est le choix 2, c'est le choix 3. Mais si c'est le choix 3, ça veut dire que c'est le dimanche à 13h. Enfin bon, tout un tas de, on va dire, de bricoles internes aux différents médias. Mais généralement, c'est 3 semaines, un mois avant un match. Et bah voilà, on m'envoie un mail et on me dit voilà le casting qui est défini avec dans le dispositif Prime Video, un présentateur, un GHF, un commentateur, un consultant, une consultante. Voilà, c'est comme ça que c'est assez défini. Moi, j'ai tourné avec tout le monde, hein. Moi, j'ai fait tous les commentateurs de Prime Video, tous les consultants possibles, à part peut-être Thierry Henry. Ça, c'est vrai que j'ai pas eu cette chance. Mais voilà, ça tourne assez souvent. On essaye de faire en sorte que les équipes puissent se côtoyer un maximum, même si on a toujours des automatismes avec différents commentateurs. Et après, c'est à l'appréciation de mes supérieurs hiérarchiques. Et là, malheureusement, j'ai pas mon mot à dire. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit, moi, je le dis toujours, et c'est absolument pas hypocrite, mais que ce soit Lorient-Metz ou OM-PSG, c'est la même préparation, la même façon de voir les choses, la même façon de travailler les deux équipes, de travailler les deux coachs. Moi, j'essaie un maximum d'avoir des renseignements dans les différents clubs avant le match et pour être ensuite le plus complet possible pendant le match et apporter mon regard en tant que bord-terrain. Clément, tu voulais en savoir un petit peu plus sur notre club par rapport à l'image qu'on renvoie, je crois. Ouais. Dans les médias, quelle image renvoie le club du Havre et puis généralement dans le monde du football, qu'est-ce que tu entends sur le club? Alors, moi, à titre personnel, le club du Havre jouit d'une très bonne réputation, déjà parce que l'avantage qu'il y a au club du Havre, c'est qu'il y a des gens qui n'y a pas si longtemps que ça dans les médias. Forcément, ça favorise beaucoup de choses en termes de, on va dire, entre guillemets, de soft power. Après, encore une fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de ce qu'on peut entendre dire par rapport à Brighton en Angleterre. Vous voyez, le côté un peu de Zerbi avec une vraie philosophie de jeu, un vrai scouting qui est organisé, que ce soit avec Mohamed Alcaraz, avec Julien Maumont, qui est à l'analyse vidéo, ce trio Bonne-Mère, Maumont, Alcaraz, on en parle en bien, évidemment, parce que il y a une identité qui est définie, il y a eu des choix qui ont été faits. Et surtout, ce qu'il y a de fort, c'est que, mine de rien, Le Havre n'a pas été en Ligue 1 pendant 14 ans, ou 15 ans, non, 14 ans, si je dis pas de bêtises. Et malgré tout, 14 ans après, ils sont compétitifs. Ils arrivent aujourd'hui à avoir assez peu de défaites, assez peu de débâcles. Il y a eu cette déroute contre Marseille, mais à part ça, très franchement, les défaites ont été plutôt serrées, à l'image d'hier, où ça s'est joué à pas grand-chose finalement. On y reviendra, je pense. Mais c'est vraiment du sérieux. Et c'est une équipe qui n'a pas été prise dans le piège de la promotion de la Ligue 1. C'est-à-dire que il y avait une équipe pour la Ligue 2 et maintenant il y a une équipe pour la Ligue 1. Il y a eu un travail de pédagogie qui a été mené par les équipes de Mathieu Bonnemer, qui était de se dire, bah voilà, on va essayer de sélectionner les meilleurs joueurs pour nous maintenir. Et malheureusement, ça veut dire qu'à côté, on va devoir se séparer de quelques-uns. Ça a été très très bien fait. Ils ont laissé le choix aux joueurs. Il y a eu une situation à l'été qui a été très bien gérée. Le recrutement de Kouzaïev, la manière dont Bayo arrive aussi, parce qu'il était courtisé par d'autres clubs. Le fait aussi d'expliquer à des joueurs qui étaient titulaires en Ligue 1, qui seront remplaçants en Ligue 2, et pourtant, lorsqu'ils rentrent en jeu, ils donnent tout. La gestion de jeunes joueurs. C'est vraiment une image de sérieux, de calme, de réussite, de club qui a toute sa place en Ligue 1, chose parfois à laquelle on peut échapper. Moi, je me souviens que Clermont, sur les premiers matchs, quand ils étaient montés en Ligue 1 la première année, ils font copier-coller de l'équipe qui est montée en Ligue 2, qui était spectaculaire, avec le trio Bayo, Dossou et Alevina. Et malheureusement, derrière, en Ligue 1, bah, ils connaissent des premiers mois très compliqués parce que Gastien fait pas encore sa mue. Et donc, ça laisse l'image d'un club qui peut descendre à tout moment. Et bien, avec le Havre, on ne se pose pas cette question. Et c'est quand même fort pour un club qui n'avait pas connu l'élite depuis près d'une quinzaine d'années maintenant. Donc, plutôt une image positive. Je pense que tout le monde l'aura compris. Merci Reda. Et justement, on va retourner un peu sur le sportif avec Guillaume et sa question. Ouais, tout à fait. Et que penses-tu du début de saison de notre club et plutôt surprenant, non? Ah bah oui, ah bah surprenant.
plus que surprenant. C'est-à-dire que tout de suite, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois, vous savez, où la situation peut tourner en la défaveur du Havre, euh, il y a eu une remontada. Je prends l'exemple de Montpellier, je prends l'exemple du match contre Rennes aussi, avec cette deuxième période et le Nabil Alioui chaud qui a bien fonctionné. Non, de façon générale, c'est une équipe qui arrive à être protagoniste en fait, qui arrive à être protagoniste en Ligue 1 dès le départ, et ça s'est vu dès les premiers matchs, et qui n'a pas dû dissoudre son jeu pour s'adapter à la Ligue 1. Il y a eu une adaptation forcément physique quand on voit l'apport d'un Abdoulaye Touré au milieu de terrain, c'est un apport solide. Quand on voit ce qu'a pu apporter Kouzaïev aussi, c'est quelque chose qui a permis au club et qui permet au club de grandir. Mais à côté de ça, il y a une identité de jeu, il y a un travail en amont des différentes équipes. Hier, par exemple, le premier quart d'heure contre le PSG, tu sens le travail qui est fait. Tu sens que au niveau du pressing notamment et de l'intensité qui est mise au niveau du pressing, c'est calibré, c'est parfait. On en vient presque à regretter le fait que Paris soit passé à 10, parce que c'est au moment où ils sont passés à 10 que je pense que le match tourne un petit peu en la défaveur du Havre. Mais de façon générale, il y a cette image d'équipe qui ne subit jamais vraiment. Il y a des passages difficiles, il y a des matchs où ça passe un peu à côté, Marseille, Metz où c'était pas top, de l'aveu même de Lucas Exner et des dirigeants. Mais à côté de ça, il y a des performances qui sont significatives. La deuxième mi-temps contre Lorient, elle est de très très grande qualité. Le match d'hier est de très très grande qualité. Et puis à côté, il y a cette possibilité aussi, dans les moments où c'est plus compliqué d'aller chercher les points. Contre Nantes, c'est pas un match extraordinaire, mais le point est pris. Contre Metz, c'est pas un match extraordinaire, le point est pris. Effectivement, le reproche qui peut être fait, c'est sur le plan de l'efficacité offensive. Voilà ce qui manque. En gros, c'est ce qui manque de façon générale, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où le Havre a fait 0-0, on n'a pas mis de but. Je pense que c'est de ce point de On va en ouais. débattre, on va en débattre. Je pense que c'est de ce point de vue-là où forcément hier, en plus, il y a le match d'un nouveau Ténas, c'est la belle histoire. Voilà, des fois il y a des matchs, il y a aussi si tu veux, un mood dans le match qui fait que il pouvait rien lui arriver hier à ce gardien. Il sort 7 arrêts, Nabil Alioui, il a une double occasion, il fait 2 arrêts coup sur coup. Ça, c'est la faute à pas de chance. Et après, au-delà de ça, une fois que ce détail, qui est l'efficacité offensive, mais qui est pourtant si importante, sera réglé, ça ira. Je crois que le meilleur buteur du HAC, si je dis pas de bêtises, c'est encore Nabil Alioui, peut-être ex aequo avec Mohamed Bayo à 4 buts, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est peut-être ça qui manque. Voilà. Ouais, justement, on va en parler quand on va revenir sur ce match face au PSG, bien sûr. Vivien, tu voulais, je crois, faire un petit bilan avec Reda. Oui, une petite question. On va se projeter un petit peu sur la fin de saison. Est-ce que Reda, tu penses que le HAC est en capacité de se maintenir? Est-ce que tu penses qu'il a une petite marge de manœuvre par rapport aux autres équipes qui, elles aussi, luttent pour le maintien? Si je regarde de façon générale, de toute façon, moi, j'avais fait mon petit prono là sur, vous savez, sur mes notes iPhone. Je mets mon petit classement d'avant-saison et j'en parle avec des potes. Et moi, j'avais mis Le Havre 14e ou 13e. Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, on me redemande de faire un prono, je les mets un chouille plus haut. Parce qu'il y a le foot, c'est beaucoup une question dynamique. Évidemment, c'est les 10 dernières journées qui vont compter, etc. Mais quand je vois Clermont qui, clairement, entre guillemets, commence à être en grande difficulté, et là, on sent qu'on est dans un mood qui est très négatif. Quand je vois Lorient, ils ont égalisé hier, mais on sent qu'il y a peut-être une petite cassure entre le vestiaire et le coach. Quand je vois Lyon aussi, parce que Lyon, il y a une espèce de... Moi, le discours qu'il y a autour de Lyon, par exemple, me rappelle le discours qu'il y a eu autour des Girondins de Bordeaux il y a 2 ans. Ah, mais ça va passer. Ah, mais il reste beaucoup de journées. Ah, mais c'est quand même les Girondins de Bordeaux ou c'est quand même l'Olympique Lyonnais. Bah oui, mais en attendant, c'est encore des fêtes samedi, quoi. Avec 3 entraîneurs consécutifs. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté le travail qui a été mené, et ça, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu en amont par Le Havre, ce côté être protagoniste en permanence et essayer d'apporter du jeu alors qu'on est dans un contexte où il faut se maintenir. Et à côté de ça, il y a aussi la défaillance de certains adversaires qui me fait dire que très franchement, Le Havre a toutes les chances de se maintenir. Et j'irai même plus loin, il y a des adversaires qui ont vent en poupe, je pense notamment à Metz qui a perdu hier contre Lille, mais qui a fait des bons coups avec des victoires à Lyon, à Lens et à Lorient. Mais je suis messin, je suis peut-être un peu plus inquiet parce que
la défense, enfin le bloc bas, le contre systématique, aller chercher sur le côté droit Van de Kerkhoff, c'est peut-être pas ce qui va suffire à maintenir un club. Alors qu'au Havre, il y a quand même beaucoup plus d'armes. La réussite, moi par exemple Arthur Desmas, entre ce qu'il était du côté de Clermont et ce qu'il est cette année, c'est que jour et la nuit. Quand on voit un Gauthier Lloris qui s'adapte au niveau Ligue 1, quand on voit Abdoulaye Touré, quand on voit tous ces joueurs-là, en tout cas d'un point de vue défensif et d'un point de vue sortie de balle, c'est largement au niveau Ligue 1 et c'est peut-être même aller un petit niveau top 10. Mais c'est l'efficacité offensive et ça va être un détail qu'il va falloir régler peu à peu. Ayou est arrivé, moi, je sais pas ce que ça va donner, on est sur un pari total. Mohamed Bayou a quand même mis 14 buts il y a 2 saisons du côté de Clermont. C'est là-dessus où effectivement il y a encore des choses à redire. Mais ça, encore une fois, ça demande encore un petit peu de temps, encore un peu de travail. Et puis il y aura une deuxième partie de saison où il y aura sans doute un contexte à prendre en compte avec la CAN. Ayou et Bayou ne sont pas là, donc ça va changer pas mal de choses aussi. Voilà, ça a surveillé. Et JC, enfin, tu voulais revenir sur l'effectif, je crois. Oui, je voulais juste savoir, enfin, ce que pensait Reda et enfin concernant le joueur qui lui plaisait plus par rapport à notre équipe, celui qui t'avait plus marqué. Moi, j'ai une petite préférence due à mes origines marocaines avec Yacine Keshta. C'est super, c'est intéressant ce qui s'est passé avec Yacine Keshta parce que effectivement, il connaît. J'ai fait une fantastique saison l'an passé avec Amir Richardson. Voilà, c'est les deux jeunes qui percent bien et qui font du très 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 bon boulot. Bon bah Amir, on le voit aussi à Reims cette année. Yacine, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a été en ballottage. Je pense qu'il a pu apercevoir ce qu'était le niveau Ligue 1 aux côtés de Kouzaïev et de Abdoulaye Touré, et qu'il a vu que d'un point de vue physique, il fallait se mettre au diapason, que la Ligue 1, c'est pas une demi-heure de bonne et 60 de médiocre, non, c'est 90 minutes à fond. Et je pense qu'il l'a assimilé, assez bien compris, et c'est ce qu'il fait, notamment son entrée contre Toulouse, qui était très très intéressante, qui a sans doute permis au club d'aller chercher ses 3 points parce qu'il a apporté énormément en percussion, voilà, dans ses forces. Moi, c'est forcément le petit joueur frisson. J'aime beaucoup Nabil Alioui aussi. Je trouve que Kouzaïev a fait un début de saison qui a fait beaucoup de bien au Hackmen. Voilà. Et puis il y a des joueurs un petit peu chouchou. Je vous ai dit, Arthur Desmas, il avait quand même perdu sa place il y a 2 ans à Clermont. Le travail qu'a pu faire Nicolas Douchez à ses côtés, qui a dédramatisé avec tout l'humour que je lui connais un petit peu à mon échelle, qui a permis à ce qu'on ait un gardien aujourd'hui totalement serein, totalement épanoui dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Voilà, il y a de belles histoires. Gauthier Lloris aussi, qui avait été mis de côté à Auxerre après la montée, qui aujourd'hui montre que c'est un vrai défenseur de Ligue 1. Il y a des profils auxquels on s'attache forcément. Mais bon, petite préférence pour Yacine Keshta quand même. C'est aussi un peu notre chouchou parmi les supporters. Reda, on te présente CSC qui nous a rejoint. Alors je sais pas si tu connais l'histoire de CSC qui a été notre meilleur buteur une saison, parce que tu sais qu'au HAC on s'est quand même ennuyé pendant pas mal de saisons en Ligue 2. Et donc bah voilà, CSC fait partie de l'équipe. Salut CSC. Salut. Alors tu fais ta star encore toi. Je suis désolé les gars. Bonsoir Reda, enchanté. Salut, enchanté, ravi. Et donc c'est le moment récréation, hein, c'est pour ça qu'il est là. Alors d'habitude il est là au début de l'émission, bien sûr, il participe, mais là il fait sa star et donc il nous rejoint pour sa partie. C'est à toi l'honneur et explique à Reda le fonctionnement. Eh bien, bonsoir messieurs. Je suis un peu mon Julien Cazard, hein, comme à Canal à l'époque où j'arrive 5 minutes, je fais ma chronique et puis. T'es plus drôle. C'est ça. T'es plus drôle. Ah, je suis pas aussi drôle par contre, c'est dommage. Mais non, en gros, on va faire un petit quiz, voilà, 5 questions chacun, comme des tirs au but, une question chacun. Je vous la pose comme des tirs au but, hein, une fois chacun. Et avec et en cas d'égalité, une question bonus, et le premier qui répond le plus rapidement gagne la partie. Alors on va commencer. Alors moi, on va prendre un adversaire de taille parce que je pense que Reda est un adversaire déjà très costaud. Je vais prendre Clément. D'un point de vue poids, déjà, ouais, je suis. Non, pas comme ça. Non, surtout intellectuellement et footballistiquement parlant, je pense que t'es très costaud. On va prendre notre meilleur élément.
Clément? Oh là, je sais pas si je suis meilleur élément. Ah, si. En plus, je suis malade là, donc. Modeste avec- avec ça. T'as toujours été malade dans ta tête, on le sait, Clément. Tu supportes le Wack, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Fais répondre ton fils au pire. Donc, on va commencer la première question pour toi, Reda. Yes. On commence au niveau crescendo, tranquillement, et puis après, ça sera un peu plus dur. Donc, première question pour toi. Quel est le nom du stade du RC Strasbourg? Stade de la Méno. Effectivement, ça fait un petit point. Une question pour toi, Clément. Quel est le nom du stade de l'OGC Nice? C'est le. J'allais dire le stade du Ré, mais c'est pas le stade du Ré. Comment il le renommait déjà, j'ai même plus. Putain, c'est un naming à la con. Je confirme. T'as le droit à un joker, mais pas maintenant. Quoi. Non, mais attends, tu vois, là, j'ai plus de mémoire là. L'Alliance Riviera, voilà. Ouais, c'est ça, un partout. Tranquillement. Deuxième question, on va y aller tranquille. Hein. Qui est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Reda? Je veux nom, prénom, pseudonyme, je veux tout. Hein. Non, je Luis Lucho Enrique. Il est fort. Et ça fait 2 points pour Reda. Deuxième question pour toi, Clément. Qui est l'entraîneur du RC Strasbourg? C'est Patrick Vieira. Parce qu'il y a Patrick Étoile de Mer hein, aussi quand même. Hein. Faut préciser. Donc de partout, on va y aller crescendo. Reda, quel célèbre gardien de but tchécoslovaque est passé par le Racing Club de Strasbourg et a terminé sa carrière au Havre? Et petite anecdote, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui que j'ai fait ma carrière dans le football en tant que gardien de but. Je crois que c'est le gardien qui portait des survêtements. Je ne dis pas de bêtises, un certain. Ouais, c'est ça. Et un sweat Super U aussi. Exactement, bien sûr. Vous savez qu'il y avait eu un très bon reportage dont Gilles Puissat il y a quelques années parce que Strasbourg était allé loin en Coupe d'Europe et avait affronté l'Inter et Wenzel était dans les buts strasbourgeois à l'époque et il était exceptionnel. Il avait fait un match exceptionnel contre R9 et c'était Ronaldo Prime du côté de l'Inter. Alors, ils avaient perdu 3-0, les Interistes, mais il avait fait un match incroyable. Donc, c'était un gardien de très, très bon niveau. Et moi, j'avais de très bons souvenirs de lui, fin des années 90, début des années 2000. Ah ouais, il était monstrueux. Et en termes d'arrêt réflexe, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'était un gardien qui plongeait au dernier moment. C'est extraordinaire. Donc, effectivement, c'était Alexander Wenzel, 3-2. Question pour toi, Clément. Quel gardien formé au WAC en 2002? Passé par le PSG de 2011 à 2016, a terminé sa carrière au Red Star. Douchez. Effectivement, lundi, il fait partie du staff du HAC aujourd'hui. C'est bien Nicolas Douchez. 3 partout. Il y a du niveau ce soir. Question numéro 4 pour toi, Reda. Quelle équipe est la pire défense du championnat? Actuellement, bonne question. Il faudrait que je regarde les équipes qui ont pris des cartons et des grosses valises. Et Saint-Etienne n'est pas là. Hein. Et Saint-Etienne n'est pas là. Et Bordeaux, qui avait pris 90 buts il y a 2 ans, n'est pas là non plus. Mais assez paradoxalement, parce qu'ils ont un goal average négatif, alors qu'ils ont mis beaucoup de buts, je dirais que c'est peut-être Montpellier. Non, c'est Lorient, 25 buts. Ah, Lorient, mince. C'est le FC Lorient. C'est dommage. Clément, Clément, tu vas pouvoir te prendre l'avantage. Qui est le meilleur buteur de Strasbourg, Clément? Je dirais Kevin Gamero. Malheureusement, c'était Debo Motiba, 3 buts. Ah merde, fait chier. Et Gamero, il a combien? Il a 1 but, je crois. J'ai regardé tout à l'heure, il était à 1 but, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il était à 1 but. Hein. Ah, il a marqué ce week-end, je crois, non? Peut-être. Je suis même pas sûr. Ou il a loupé son pénoche. Désolé, je suis omnibulé par l'OM en ce moment, donc. Footix. Et dernière question pour toi, Reda. Quel célèbre gardien de Strasbourg est passé par le HAC et est aujourd'hui entraîneur des gardiens de Strasbourg, d'ailleurs? Alors, célèbre gardien de Strasbourg passé par le HAC et qui est entraîneur des gardiens de Strasbourg. Moi, je sais qu'il y a des entraîneurs en Ligue 1. Et je dirais Stéphane Cassard, mais j'en suis pas sûr du tout. Effectivement, c'est l'ancien militaire, c'est Stéphane Cassard. Ouais.
J'avais croisé, je me souviens, bien sûr, Stéphane Cassa. Trop fort, Reda. Ça, c'est les années 90-2000. Ah bah ouais, mais dès que vous me plongez dans les années 90-2000, vous me parlez de Jean-Michel Lesage, Pierre Ducrot, ça va, je suis à peu près dedans. On est pas mal là. Vivien, c'est pareil, mais avec les années 70-80. Ah bon, c'est pas 40-50, Vivien? Je voulais être gentil. Ouais. Je vous hais. Je vous aurai un jour, je vous aurai. Il y a beaucoup d'antécédents, j'ai l'impression. Effectivement. Bah, il ressort des pads, hein, donc. Ah d'accord, ouais, d'accord. Voilà. Dernière question pour toi, Clément. Qui est le meilleur passeur du hack? Oh putain, le meilleur passeur du hack. Avec cette saison, cette saison. Ouais. Pas dans l'histoire, ce serait trop compliqué. Arthur Desmas. Non. J'hésite entre. Enfin. Ouais, je suis pas sûr de moi. C'est un mec à 2 passes à tous les coups. Ah non. Non, plus que ça? Ah ouais. Ah, c'était ton indice. Non, je vais mettre Keshta, mais je suis pas sûr. Non, c'est soit Keshta, soit Casimir, soit. Moi j'aurais dit Casimir. Opéry, moi j'aurais dit Opéry. Moi j'aurais dit Opéry, Keshta ou Casimir. C'est Josué Casimir, 3 passes Ouais, mais décisives et qui fait un bon début de saison quand même. Enfin, qui a une bonne saison pour l'instant. Et dans un rôle pas évident parce qu'il a été cantonné tantôt piston droit, tantôt piston gauche, pas facile, hein, pas facile. Ouais, puis avec ses débuts en Ligue 2, on le voyait pas forcément s'adapter aussi bien à la Ligue 1, ou alors c'est la Ligue 1 qui lui convient bien, mais c'est vrai que on voyait pas ce joueur passer ce palier au départ. Je sais pas si tout le monde m'en rejoint, mais bon après il est pas non plus. C'est quand même lui qui nous a emmenés en Ligue 1, faut le dire. Oui, clairement. Ah oui, mais non, mais c'est clair. Alors techniquement, moi je pense que c'est plus Samuel Grand-Cyr qui nous a emmenés en Ligue 1. Parce que franchement, son but à Bastia, son but à Pau. Son but à Bastia. Parce que sans déconner, je pense qu'on perdait à Bastia. Je suis pas sûr. C'est vrai, mais voilà. Donc, c'était Josué Casimir, 3 passes D, et c'est une victoire de Reda là. 4-3. Et bravo. Mais j'avais une félicitations. J'avais une petite question pour vous, supporters, parce que vous m'interrogez depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous n'avez pas eu un peu chaud quand même les dernières journées l'année dernière? Avec les histoires d'envahissement de terrain. On en a parlé pendant les spaces et oui, effectivement, on a eu chaud, ouais. Vous avez senti la clim qui arrivait ou comment, moi, franchement, la clim, je l'ai pris à Annecy. En plus, j'avais fait le déplacement. Moi aussi. J'avais fait le déplacement. J'étais ce jour-là au stade. Je suis reparti, il faisait -9, quoi. Moi, la clim, je l'ai pris à la 90e minute sur le loupé cage vide de Kitala. Celui-là, je me rappelle aussi. Et nous, la clim avec Guillaume, on l'a pris quand les supporters ont commencé à envahir le terrain un peu trop tôt. Et là, on s'est dit, c'est tapis vert. Enfin, ouais, là, la clim, on l'a pris aussi, là. C'était un peu chaud. Papa Expert était pas content. Non. Ah, puis, même Mathieu Bodmer, hein. On le voyait, il était au bord du terrain en train de les engueuler. C'était vraiment quelque chose. C'est un an qui peut être détruit. En plus, on est dans un contexte. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bordeaux-Rodez. Enfin, le contexte était très spécial en ce moment là-dessus. La Ligue fait très très attention. Les Nantais ont failli être sanctionnés en Coupe de France une fois parce qu'ils avaient fait ça en demi-finale. Donc voilà, c'est toujours tendu, même si ça donne des images exceptionnelles. Hein. Toujours à la fin du match, c'est magnifique. Mais il faut attendre la fin du match. C'est clair. C'est clair. Merci Reda de t'être prêté au jeu de CSC. Bon, il a respecté la règle comme d'habitude. On fait gagner l'invité. Hein. Reda m'a promis un porte-terrain avec lui, donc forcément. En plus, il y a des pots de vin. À la Méno la semaine prochaine. Voilà. Dès que je passe au stade Océane, pas de soucis. Ah bah par contre, moi ce serait plus au Vélodrome pour le coup parce que je suis expatrié et j'habite à Marseille. D'accord, mais je crois que Marseille c'est déjà passé malheureusement. Mais on verra. On va passer sur la deuxième partie du Space où on va revenir sur le match face à Paris. Reda, tu restes avec nous pour débriefer ce match. Bien sûr. Donc Guillaume, je te laisse la parole, l'introduction. Bien entendu, on va passer sur l'analyse du hack PSG. Alors frustré, fier, comment vous vous sentez après ce match de fou? Nous le verrons tout à l'heure. Avant ça, un petit point prono comme d'habitude avant d'attaquer l'analyse du match. Et comme rarement cette saison, nous avons un vainqueur puisque Clément avait le bon résultat. Bravo Clément. C'était suffisamment rare.
Pour une fois, j'étais pas loin, les gars. À noter justement les efforts de CSC qui avait pronostiqué un 6-0 pour Paris, comme d'hab, CSC Paris. Ah non, tu te trompes, t'as loupé 3 buts. J'avais dit 0-9. Ah oui, c'est vrai, pardon, 9-0. 6-0, c'est l'habitude. 6-0, c'est l'habitude. Malheureusement, j'ai brisé la malédiction, les gars. Je suis désolé, je vais devoir repronostiquer des victoires du Havre. Ouais, rattrape-toi vite pour Strasbourg. Mais on regarde la compo choisie par Lucas Elsner, on n'était pas parti pour prendre une valise quand même, Romain. Effectivement, pour lancer ce match face à Paris, Lucas Elsner a décidé de reconduire une défense à 5 avec cette fois un Haruna Sanganté en défense centrale, contrairement au match face à Nantes. Il est accompagné de Gauthier Loris et de Étienne Youté. Sur les côtés, nous avions Loïc Nego et Christopher Opéry. Devant, un milieu composé de Daler Kouzaïev, Abdoulaye Touré et de Yacine Keshta, enfin titularisé après ses belles dernières entrées en jeu. Et devant, Casimir et Bayo étaient chargés de dynamiter la défense parisienne. Alors messieurs, on va revenir juste sur Étienne Youté, de nouveau titulaire en défense centrale. Ça va être compliqué de venir le déloger, JC. Oui, ça en est devenu évident. Youté a su être patient, attendre sagement son tour, et dès qu'il a eu l'occasion de jouer, il s'est montré à son avantage en étant extrêmement rassurant. Ce que je trouve assez bluffant, moi, pour un jeune défenseur central. Pour rappel, il n'avait aucune expérience professionnelle. Il a fait juste 2 matchs la saison dernière, dont le match à Bastia. Donc non, je trouve que c'est bluffant et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Salmi. Un autre joueur que je disais enfin titulaire, Yacine Keshta, bien sûr. Clément, il était temps de le revoir, Yacine. Oui, alors autant en première, je l'ai trouvé complètement transparent, autant en deuxième, c'est de lui dont venait le principal danger, en tout cas à la première passe, il était là. Moi, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il est très efficace en position basse au niveau du milieu de terrain, et j'espère en effet le revoir associé, pourquoi pas, à Targaline. Ouais, et on débute le match par un hommage au groupe de supporters pour ce tifo extraordinaire. Tout le stade était ciel et marine, c'était magnifique, bravo à eux. Une entrée en matière parfaite dans les tribunes, mais aussi sur le terrain, car les Hackmen débutaient à fond cette rencontre. Ouais, dès les premières minutes, le Hack presse les joueurs parisiens et se crée la première grosse occasion à la 6e minute à la suite d'un très bon corner de Kouzaïev et un cafouillage dans la surface. Gauthier Loris voit sa frappe malheureusement repoussée par Carlos Soler, alors que le but de Donnarumma était lui déserté. Et ce même Donnarumma va déserter son but juste après, mais aussi le stade Océane, puisque 5 minutes plus tard, d'un magnifique high kick digne d'un Zlatan des grands soirs, il est venu mettre son pied dans le visage de Josu Casimir qui venait de le dribbler en dehors de la surface. Aucune hésitation de l'arbitre, carton rouge, et là c'est un autre match qui a commencé, JC. Ouais, complètement. Bref, c'est un fait de jeu qui est imprévisible, et ça rabat les cartes sur la table, et ça permet en fait de rééquilibrer la rencontre, même si effectivement on sait très bien que le premier quart d'heure était très très bon côté Havrais. Mais tenir 90 minutes avec une telle qualité de jeu, ça aurait été très très compliqué. Et effectivement, à ce moment-là, je me dis, j'ai commencé à y croire. Ouais, d'ailleurs, le Hack dominait la rencontre avant de ce fait de jeu aussi, ce fait de jeu favorable, et ça ne s'arrêtera quasiment plus jusqu'à la fin, faut le noter. Mais pour un club comme le PSG, il faut pas 36 occasions pour marquer, surtout avec un joueur nommé Kylian Mbappé, qui à la 23e minute, sur une incursion parisienne, ouvre le score d'une belle frappe à l'entrée de la surface, 1-0 à 10 contre 11. On y croit toujours à juste titre du côté havraisien, non ? Oui, on y croit toujours. Surtout que le PSG a décidé de jouer très défensif en jouant très replié en 2 lignes de 5, 5 et 4, et que les Havrais ont pris la mesure de l'événement en continuant à proposer un jeu de qualité porté vers l'avant. Avec, on en parlera un petit peu plus tard au cours de l'émission, mais ce problème de réalisme offensif qui a fait qu'on a poussé sans véritablement être décisif et marquer le but qui nous permettait de rejoindre au score le PSG. Mais oui, on avait hier tous les ingrédients pour obtenir un résultat. C'est dommage. Ouais, justement, on va pas raconter toutes les occasions, car il y en a eu beaucoup durant ce match, mais en première mi-temps, on peut quand même citer cette tête de Haruna Sanganté à la 48e minute qui passe juste à côté du poteau de Tenas, ou cette énorme occasion de Casimir 1 minute plus tard, seul face au portier parisien qui croise trop sa frappe.
Une mi-temps conclue avec une position de balle en faveur des Hackmen à 53%, ce qui arrive quasiment jamais cette saison. Légère domination, mais domination stérile. Reda, quel est ton sentiment, toi, concernant nos Ciel et Marines sur cette première mi-temps? Un premier quart d'heure de très haut vol. J'ai vraiment pris du plaisir à voir tout ce qui avait été travaillé. Ça, c'est toujours passionnant, surtout à voir quand on est bord terrain. Le pressing à très haute intensité. Ils ont compris que ce PSG-là, dès qu'il est bloqué dans sa moitié de terrain, dès qu'il est soumis à une haute pression, il fait n'importe quoi. Et les Parisiens, ils ont fait n'importe quoi le premier quart d'heure. Et malheureusement, je dirais que pour moi, le tournant du match, c'est paradoxalement le fait que Donnarumma soit sorti. Parce qu'on n'était pas sur une. On sentait que le gardien italien n'était pas dans une grande confiance. Et si on remarque bien ce qui s'est passé contre Newcastle il y a pas si longtemps, il avait fait un dégagement au pied un petit peu catastrophique qui a abouti sur un but de Newcastle. Il était plutôt dans ce mood-là. Et malheureusement, derrière, il y a eu un petit changement de curseur côté PSG, où, comme si le fait d'être passé à 10 les avait un petit peu libérés. On a vu un Ousmane Dembélé qui était hyper tranchant. Alors ça tombe bien parce il était dans les tribunes. Il y avait Mathieu qui connaissait bien, donc je pense qu'il voulait bien se montrer. Mais voilà, Dembélé a fait la différence. Après Mbappé, vous connaissez, hein, il n'a pas besoin d'une demi-occasion. Dès qu'il a une opportunité, bon bah là c'est le très 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 haut niveau. Mais de façon générale, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis au-delà de ça, après on va parler de la deuxième mi-temps, mais il y a eu ce premier coup de poignard avec ce but, mais il y a une équipe qui est restée joueuse jusqu'au bout. Donc vraiment une belle impression visuelle. Mais de toute façon, face au gros, à part contre Marseille où ça a vraiment été compliqué, le Havre n'a jamais vraiment failli contre Lens. Super prestation, 0-0 malheureusement. Victoire à Rennes, match nul à Lyon qui est plus vraiment un gros mais qui l'était en tout cas au début du championnat. Donc, à chaque fois face au gros, c'est toujours une belle impression d'une équipe qui ne subit pas et qui a la possession, je crois qu'il y a à peu près 60% de possession, je crois, sur le début de match ou même peut-être sur tout le match en entier, je sais plus exactement. Ouais, Non, 61%, ouais. 61%. C'est énorme. Vous vous rendez compte que le Havre a eu 61% de possession contre le Paris Saint-Germain, quand même. C'est pas tous les jours que ça arrive, je sais pas. Alors certes, il y a un PSG qui est encore sur un mode très alternatif depuis le début de saison, parce qu'autant ils ont fait des performances de très haut vol, que ce soit avec Luis Enrique, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Mais autant, là, depuis quelques journées et matchs, c'est un peu plus compliqué. Et le Havre a eu 61% de possession de balle. Donc rien que pour ça, très bonne première mi-temps. C'était agréable à suivre. Et pour démarrer cette seconde mi-temps, Luc Elsner a décidé de procéder à deux changements importants, hein, puisque c'est Loïc Nego qui cède sa place à Nabil Alioui et Abdoulaye Touré, quant à lui, est remplacé par Antoine Joujou. Des joueurs à vocation offensive, bien sûr, Clément, mais aussi un changement de dispositif du coup. Ouais, alors pour rejoindre un petit peu ce que vous avez dit, Elsner s'était dit que, comme il est dit en conférence de presse, il avait choisi un schéma pour jouer du coup les transitions rapides. Du coup, on avait moins de joueurs créatifs et il avait vraiment tout misé sur la contre-attaque. Du coup, avec l'exclusion, ce qui s'est passé, je trouve qu'on a un petit peu déjoué du coup, vu qu'on avait la possession et on pensait pas l'avoir. Et en seconde mi-temps, il a vite réagi. C'est comme il a dit en conférence, je pense qu'il aurait même fallu qu'il réagisse même un peu plus tôt que la première mi-temps. Et il a fait rentrer surtout Alioui, qui du coup, qui s'est positionné en 10 et il a mis Keshta un peu plus bas, du coup, qui nous a donné une assise un peu plus technique. Et en seconde mi-temps, franchement, on a vraiment été beaucoup plus percutant, on a eu les meilleures occasions. Mais c'était un changement de dispositif qui était pour moi indispensable. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas énumérer les actions du Hack tant il y en a eu. Cette deuxième mi-temps, ça a été un attaque-défense et pour une fois, et on n'est pas prêt de revoir cette situation, c'est le PSG qui a dû faire le dos rond pendant ces 45 minutes. Le Hack a poussé les Parisiens dans leur retranchement et deux joueurs ont notamment attiré la lumière sur eux. Alors bien sûr, on va parler d'Arnaud Tenas, hein, tout d'abord le gardien parisien remplaçant, hein, qui a sauvé son équipe à de nombreuses reprises, notamment sur ce boulet de canon envoyé par Yacine Keshta à la 51e minute. Beaucoup disent sur les réseaux qu'avec Donnarumma dans les buts, le Hack ne serait pas reparti bredouille hier après-midi, Reda. C'est un peu provocateur, mais Tenas a été extraordinaire pour son premier match avec les Parisiens cette saison. Incroyable. Enfin, incroyable à la fois, c'était pas étonnant parce que il y avait eu des bribes, on a pu apercevoir, en tout cas aux yeux du public qui s'intéresse au foot de très près, des bribes de ce qu'est ce Tenas que je connaissais assez peu. Et je l'avais un tout petit peu vu à l'Euro Espoir l'année dernière avec l'Espagne.
c'est un gardien qui est extrêmement bondissant. Et il l'a été, je veux dire, la double parade qu'il fait contre Alioui, il faut quand même la faire parce que c'est à bout portant et à vitesse réelle, ça va très très vite. Et ça fait aussi du bien de revoir ces types de gardiens un peu bondissants, un peu en toute proportion gardée, et voilà. Mais un peu comme Jérémy Janot, c'est-à-dire des gardiens assez petits. En plus, il a le crâne rasé, donc ça tombe bien de parler de lui. Mais voilà, je pense que c'est des gardiens très bondissants qu'on voyait plus trop ces derniers temps. On avait plutôt l'habitude des pieuvres à la Neuer, à la Marc-André Ter Stegen. Et ben là, on a eu à faire un très très bon Ténas, malheureusement pour le Havre. Et je dis bien malheureusement, mais encore une fois, ça c'est l'apprentissage du haut niveau. Nombre de matchs que le PSG a gagné comme ça depuis 2-3 ans, malheureusement, on a beau faire une prestation quasiment parfaite. Reims avait fait une très belle prestation contre le PSG. Ça leur a pas empêché d'en prendre 3 avec un triplé d'Mbappé. Donc c'est comme ça, c'est le très 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 haut niveau, mais c'est la preuve encore une fois que le Havre a très largement le niveau en Ligue 1. Ouais, et le deuxième joueur côté parisien qui a écœuré les Havrais hier soir, c'est Danilo Pereira, le Portugais qui s'est transformé en mur pour contrer toutes les offensives havraises, comme à la 80e minute, où il repousse coup sur coup une tentative de Bayo et de Joujou. Ouais, il a fait un peu son Hugo Lloris en fait. Hein. Mais il a pas tâché la tête, lui. Son Gauthier, en plus, j'ai dit Hugo, Gauthier Lloris. 22 tirs à 9 en faveur des Havrais, 61% de possession aussi en faveur du HAC. Score final 2-0, lui, en faveur du PSG. Messieurs, comme contre Monaco, fierté ou déception, Clément? Monaco, c'était une déception. Là, c'est plutôt une fierté. Enfin, fierté, ça dépend dans quel domaine, mais en tout cas dans l'implication, dans le fait que les joueurs ont fait les efforts, dans le fait qu'ils n'ont jamais lâché, qu'ils ont en deuxième mi-temps en tout cas pas eu peur de Paris. Je trouve que ça c'est vraiment une fierté de voir des Havrais comme ça qui acculent les Parisiens en défense. Après, c'est sûr qu'on aurait pu être un peu plus tranchant offensivement. Honnêtement, voilà, là c'était pas notre jour. On est tombé sur un gardien qui était, comme on a eu parfois en Ligue 2, un gardien qui était en état de grâce. Ça arrive, tous les gardiens ne sont pas comme ça. Mais je préfère perdre 2-0 contre le PSG plutôt que 2-0 contre Metz ou contre Lorient ou contre autre. Mais en tout cas, plutôt fier, alors que Monaco, c'est plus de la déception. JC, notre homme de cœur, notre sentimental, t'es fier? Oui, non, franchement, pour moi, c'est les deux. La fierté, en fait, d'avoir regardé dans les yeux le Paris Saint-Germain, d'avoir cette maîtrise de ballon. Après, là où je trouve ça exceptionnel, c'est que on serait dit avant le match, on joue à 11 contre 10. Est-ce qu'on aurait été sûr d'avoir une telle maîtrise? Franchement, pour moi, non. C'est ça qui me surprend. C'est ok, on a été avec un joueur de plus, mais c'est assez bluffant quand même. C'est d'avoir eu 60% de la balle. Enfin, je trouve ça assez dingue. Et la déception, c'est de pas avoir scoré. Parce qu'à un moment donné, le football, c'est quoi? C'est de marquer des buts. Et malgré tout ce qu'on a fait plus de 20 tirs, etc. Il n'y en a pas un qui a été au fond des filets, ce qui aurait permis d'embraser le stade, et ça aurait été exceptionnel. C'est la déception, elle est à ce niveau-là. Alors, y a Antoine qui nous dit moi, je fais partie de la team déception. On joue tout le match à 11 contre 10. Il faut quoi pour gagner que Paris joue à 8? Bah oui, contre le PSG, oui, j'ai envie de te dire oui, Antoine. Effectivement, ça suffit pas. Surtout même à 10 contre 11, techniquement, ils étaient à 10 lieues de nous, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, franchement, les sorties de balles qu'ils font, les interceptions, les machins, techniquement, c'est au-dessus, quoi. Nous, sur un point de vue purement technique, on a peut-être Lloris qui a pu rivaliser un petit peu, Youté, de temps en temps Kieshta, mais le reste, c'est vraiment en dessous quand même. Et non, moi franchement, faut pas se dire parce qu'ils sont à 10 contre 11. En face, c'est quand même le PSG, quoi. C'est un autre monde, c'est ça. Ouais, c'est un autre monde. C'est la top niveau mondial. Il y a CSC qui veut intervenir, les amis. Vas-y, CSC. Alors ouais, non, pour moi c'est une déception. Ça peut être une classe mondiale, le Paris Saint-Germain. Après, moi, je regarde les matchs de LDC, je regarde la Ligue 1 généralement, mais le PSG n'est pas extraordinaire cette année encore. Même s'ils ont un trio de feu devant, c'est pas du tout extraordinaire. En Ligue des Champions, ils sont même pas sûrs de passer.
à 10 contre 11 comme ça, pour moi, on doit gagner. Il y a même pas. Pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné ce match-là. Tu peux pas dire ça. Non, je suis désolé. Le salaire de Mbappé, c'est le budget du hack. Tu peux pas dire ça. Les gars, j'ai regardé la deuxième mi-temps en direct live. J'ai regardé le replay, mais je suis désolé, mais sur des transitions offensives, en fait, on a le ballon au milieu, on est à 45 mètres des cages, et il y a un moment, regardez, entre la 52e et la 57e, regardez le match, on fait que des passes en arrière. Il y a même pas, on tente même pas, même Elsner, il le dit, oh les gars, on joue à 2 à l'heure, on fait comment là? Oui, je suis juste sur une phase, mais pas sur l'ensemble du match. Mais sur l'ensemble du match, on n'a pas été terrible, les gars. Ah non, oh là là, tu peux pas dire ça. Mais Quentin, est-ce que tu as vu le match, Quentin? J'ai un doute. Non, mais le problème. Vivien, vas-y. Ouais, non, pour résumer, je vais redire un peu ce que vous avez dit. Sur le plan comptable, c'est très décevant. Effectivement, on aurait mérité de repartir un minimum avec un point. Au niveau du contenu, on n'a rien à dire. On s'est mis au niveau du grand PSG, entre guillemets, qui est quand même, je sais plus qui le rappelait tout à l'heure, c'est que Mbappé, à lui tout seul, c'est plus que le budget du hack. Donc, faut aussi remettre les choses en place. On est un club avec un budget 20 fois inférieur à celui du PSG. Donc, faut comparer ce qui est comparable. Donc, à notre échelle, malgré la défaite au niveau du contenu, pour moi, c'est une super performance. Et puis, peut-être un petit peu pour anticiper la question de tout à l'heure, faut-il s'inquiéter sur le manque de réussite du hack. Je vais paraphraser un petit peu ce que disait tout à l'heure dans COP Normandie mon collègue David Fouquet, c'est que là on n'a pas d'inquiétude à avoir par rapport au match qu'on a vu hier, c'est qu'on a su se créer les occasions. On n'a pas été efficace, on n'a pas su mettre le ballon au fond des filets, mais on s'est créé à plusieurs reprises des occasions franches, réelles, chose qui n'a pas été le cas il y a une semaine contre Nantes où ça a été totalement stérile. Enfin, il n'y avait pas eu vraiment d'aboutissement. Enfin, les actions n'ont pas vraiment abouti. Là, hier, j'ai trouvé qu'il y avait des vraies actions franches qui ont abouti à des vraies situations très chaudes sur le but de Paris. Et c'est grâce, en partie, à notre incapacité à mettre le ballon dans la bonne zone. Et puis deux, à la super intervention de Tebas qui a fait un super match. Mais moi, je suis pas, de ce que j'ai vu hier, je suis pas inquiet pour la suite. Au-delà, faut se projeter au-delà du match de PSG d'hier, parce que hier, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas notre championnat. Les matchs contre le PSG, faut pas faire une fixation dessus. C'est les matchs qui vont suivre qui vont être importants. C'est le déplacement à Strasbourg. La réception de Nice, c'est un gros morceau, Nice, mais je pense qu'ils sont prenables. On l'a vu ce week-end, ils ont perdu 1-0 contre à Nantes, qui est aussi un club qui est à peu près au même niveau que nous cette année. Nantes, c'est à peu près, ils jouent un peu dans la même cour. On va se déplacer à Reims, même si ce sera pas simple. Mais voilà, il y a une succession de matchs qui seront un peu plus à notre portée. Et c'est peut-être que là, ce sera là que notre avenir va se jouer. Le match d'hier, je dirais, on a la déception du moment. À chaud, on était tous un peu beaucoup déçus, plus ou moins, du résultat final. Mais bon, il y a quand même de bons espoirs de nous voir enchaîner des bons résultats à moyen terme et espérer un maintien confortable. En tout cas, moi, j'y crois. Reda, je t'entendais réagir, je crois, sur ce que disait Vivien par rapport au FC Nantes, il me semble, non ? Oui, parce que moi, le FC Nantes, en plus, ils sont dans une dynamique un peu différente. Moi, je conteste totalement le choix qui a été fait par la direction de remplacer Pierre Aristouille, qui n'était pas un si mauvais entraîneur. En tout cas, moi, j'avais pas vu Nantes jouer aussi bien, à part ces derniers matchs où ça a été un peu compliqué, mais bref. Mais en tout cas, moi, je trouve que le Havre va dans une trajectoire qui est beaucoup plus intéressante que le FC Nantes. Même s'il y a eu la victoire contre Nice, même si effectivement ces 3 points qui font beaucoup de bien vu la dynamique, Alban Lafont a quand même fait 7 arrêts et c'était quand même un match où il y a eu quand même un maximum de réussite offensive et ça s'est joué sur un petit coup de génie de Chirivella qui a bien décalé Sissoko et la réalisation de Mollet. Mais au-delà même de rentrer dans le détail, pour revenir au match qui concerne Le Havre contre le PSG, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'après le premier but, il n'y a pas eu d'abattement. C'est-à-dire que d'habitude, le PSG, dans ces contextes-là, ils ont l'habitude des premiers quarts d'heure, des 20 premières minutes où si tu les plantes pas, ils te plantent. Et derrière, c'est un rouleau compresseur et ça peut se finir en 3-0. C'est ce qui s'est passé pour Reims. Là, hier, à 1-0, il y a eu certes une première gifle, il y a eu une première mi-temps qui a été
peut-être un peu plus compliqué, mais en deuxième période, Le Havre est revenu avec les mêmes intentions, a eu énormément d'occasions, beaucoup plus qu'en première période. Et honnêtement, comme je l'ai dit, c'est très très bon augure pour la suite, mais peut-être même sur ce que va faire le Hack d'ici peut-être j'allais dire entre guillemets les années futures, parce que ce genre de perf, il n'y a pas de résultat, donc ça reste pas, ça marque pas, mais ça marque beaucoup des joueurs qui sont des prospects, qui sont des Juju, qui sont des Antoine Juju, oui, des Yacine Keshta. Ça va leur permettre de grandir ce type de match. Et ça aussi, c'est de très très bons enseignements pour le futur, parce que ça va leur permettre de savoir ce que c'est que le très haut niveau et comment on peut ensuite mieux gérer ce type de match. Hier, ça a été une première pour beaucoup de ces joueurs-là. Et ça, il ne faut pas oublier. Et pourtant, ils ont été assez proactifs. Même Nabil Alioui, on pense qu'il a une expérience. Il a surtout une énorme expérience en Ligue 2. Et hier, c'était peut-être un de ses premiers gros matchs de très haut niveau à 23-24 ans. Et il a été proactif et il a eu des occasions. Donc voilà, c'était aussi un premier test pour tous ces joueurs-là. Et je trouve qu'il a été plutôt concluant. Il a juste manqué le résultat. Ouais, justement, Lucas Elsner n'a pas fait dans la demi-mesure en conférence de presse et a tapé du poing sur la table. Je cite, on va avoir mal au crâne après cette rencontre. J'espère que pendant 48 heures, nos garçons vont souffrir. Il parlait donc justement du manque de réussite offensive. Reda, selon toi, qu'est-ce qui cloche au Hack pour pas réussir à marquer plus de buts? Parce que les occasions, on les a, le jeu développé dans l'ensemble beau à voir, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est des trucs parfois ça m'échappe un peu dans le foot, parce que autant il y a eu des matchs, un de nos intervenants l'a rappelé, mais contre Nantes, contre Metz, où là effectivement, dès que ça arrivait aux 40 mètres, c'était très compliqué, et là on peut parler d'une forme de stérilité. Autant parfois, il y a des choses qui passent pas contre Lens. Pourquoi Brice Samba ou pourquoi Kevin Danso sauf sur la ligne contre Paris hier, Tenas, il fait un double arrêt face à Alioui, dont un qui a atterri sur son ventre. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et surtout, ce qu'il y a de fou du côté du Hack, c'est qu'ils sont capables de mettre des buts assez incroyables. Moi, je me souviens du but de Nabil Alioui contre Rennes, exceptionnel côté gauche, où il rentre et il fait un super ballon du droit derrière. Et je me souviens aussi du deuxième but de Bayo contre Toulouse, où il fait un espèce de râteau avant de conclure. C'est des buts qui sont quand même pas faciles à mettre, et pourtant, parfois, ce qui est le plus simple, on a du mal à le réaliser. Aussi, Le Havre, je me demande si Le Havre a déjà marqué un penalty cette saison. Je fais appel à vous. On a eu un seul penalty sifflé en notre faveur et que Grossière a loupé contre Monaco. Ouais, donc, voilà, bon, il a été loupé effectivement, mais au-delà de ça, c'est aussi des choses qui jouent. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de buts sur phase arrêtée? Est-ce que c'est pas des choses qu'il faut un peu plus travailler? Aussi, peut-être, ouais. je pense que c'est vraiment une arme chez certaines équipes, notamment qui jouent ce championnat-là, ce championnat de deuxième partie de tableau. Les coups de pied arrêtés, ça peut être aussi une option. Et peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait exploitée du côté du Hack. Et assez paradoxalement aussi, alors qu'il y a des bons joueurs de tête, je sais que Gauthier Lloris a déjà marqué quelques buts avec Auxerre, avec le Havre. Et avec nous aussi. Bien sûr. Il y a Mohamed Bayo qui peut être pas mal dans cet exercice-là. Il y a des bons tireurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être travailler. Ça peut être une option qui peut être travaillée par Lucas Elsner, même si je sais qu'on est du côté du Havre peut-être moins attentif sur les phases arrêtées et beaucoup plus sur les phases de jeu tout court, où là effectivement au niveau des sorties de balles et au niveau on va dire du jeu aux abords de la surface de réparation, il y a des choses, il y a des circuits préférentiels qui sont énormément travaillés, avec notamment les pistons ou les arrières latéraux. Tout dépend du système employé, mais qui font un énorme travail et qui participent pleinement au jeu à vrai. Alors juste pour te répondre, l'an dernier c'était quand même notre grande force les coups de pied arrêtés, que ce soit coups de pied arrêtés défensifs ou offensifs, et on marque quand même pas mal de buts là-dessus. Là je pense aussi que du coup les équipes aussi en face travaillent un petit peu. Autant en Ligue 2 ça passait parce que bon voilà, ils avaient leur force et surtout leur faiblesse. Autant en Ligue 1 il y a pas mal de clubs qui connaissent, qui ont vu Le Havre jouer il y a un an, et surtout au niveau coup de pied arrêté ils savent que c'est une de nos forces normalement, peut-être Montpellier où on a marqué le premier but comme ça, mais sinon globalement le reste je vois quand même que en tout cas on est bien gêné au niveau corner. Je fais une petite parenthèse par rapport justement au coup de pied arrêté au corner.
petite question aux gars. Comment vous avez trouvé les deux seuls corners tirés par Dallaire hier? Parce que pour moi, je les ai trouvés vraiment parfaits au millimètre près. Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais je le trouve excellent en tout cas dans le jeu. Demande à CSC, il a pas vu le même match que nous. C'est non mais Attends, excuse-moi Guillaume, je suis occupé là. non, mais non, par contre sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Ouais, je trouvais que Dallaire les avait tirés parfaitement. Contrairement à Alioui parfois, j'ai trouvé que Dallaire avait une précision dans le corner qui était vraiment intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ok, d'accord. Bah, J'ai pas très attention, je suis désolé. Si il en a tiré deux, oui. Si tu Moi, veux. moi personnellement, ça m'a pas sauté aux yeux. Moi, moi oui, je sais pas. C'est Alioui, notre tireur préférentiel sur les corners, mais après. Ouais, mais c'est pas décisif et on n'en met pas un seul. Ouais. Rendez-nous Quentin Cornette. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Je reprends la main. J'ai affiché 2 petits tweets à Avray qui nous dit qu'il en a marre d'entendre ça, que c'est pas notre championnat. Faut arrêter avec ça. Bien sûr que c'est notre championnat. Bon, il y a débat à Avray quand même, je pense. PSG, notre championnat. Je suis pas. Enfin, moi perso, je suis pas vraiment d'accord. Alexandra qui clash un peu notre ami CSC, qui dit faute professionnelle, c'est sérieux. Il va falloir quitter Marseille pour être objectif. Tu prends le melon là. Putain, le pauvre. Et pourtant, il fait des super quiz. Moi, je comprends pas pourquoi. Non, mais c'est pas ça. En plus, on me juge sur mes pronos alors que je donne que des scores improbables depuis le début de la saison. Et, attends, j'ai une question pour toi. Du coup, pour toi, le PSG, donc c'est une faute professionnelle. Est-ce que Monaco, c'est une faute professionnelle aussi? Bah, moi, j'ai dit à mes proches dernièrement sur les pénaltys, tout ça. Alors, pour moi, un penalty, c'est pas une loterie, c'est un geste technique. Grancière ne l'a pas fait. Voilà, il y a eu la pression, tout ça. Après, voilà, il loupe un penalty, c'est le football, c'est comme ça, on va pas revenir dessus. Mais effectivement, c'est une déception contre Monaco. Après, contre Monaco, sur l'ensemble du match, on les a bien maîtrisés de bout en bout, 11 contre 11. Et pour moi, on a fait un réel bon match contre Monaco et notre point, on le mérite. Bah, alors, moi, tu vois, j'ai l'analyse inverse que toi. Pour moi, le PSG, c'est pas forcément un match qui va me marquer, mais là, le match contre Monaco, le penalty à la 99e minute, faire tirer un mec qui met pas un pied devant l'autre depuis 10 matchs, moi, ça me fait mal au cul quand même. Ah, mais voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'aurais et ça, pour moi, il y a plus une faute ici, il y a plus une faute contre Monaco que contre le PSG. Alors, je suis pas sur l'ensemble. On va parler sur l'ensemble du match contre Monaco. Hein. Ah oui, mais l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. Sur l'ensemble du match, sur le résultat, sur l'ensemble du match, si on perd le match, c'est pas un scandale non plus. Hein. Ah non, mais bien sûr. Ah non, mais ils ont une énorme occasion. Ils ont une occasion où Desmas fait un réflexe, mais par contre, sur le résultat en tant que tel, pour moi, il y a plus faute contre Monaco que contre le PSG. Ouais, après, c'est plus un fait de jeu. Monaco, ça se passe à la fin. Forcément, on va retenir. Non, on va retenir l'histoire de la dernière minute. Mais forcément, on perd 2 points à la dernière seconde. On va pas refaire le dernier space, les gars. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, mais pour moi, contre Paris, sur l'ensemble du match, on a été moins bon que contre Monaco. Il y a Reda qui veut vous répondre, je crois. Ouais, les gars, c'est intéressant parce que moi, je suis pas, j'ai pas la tête dans le guidon. Quand on est supporter, on a toujours la tête dans le guidon et forcément, on voit le club au jour le jour. Mais vous vous rendez compte que là, on parle du Havre qui a tenu tête au Paris Saint-Germain dans le jeu et qui a allé chercher un résultat à Monaco qui est deuxième du championnat, troisième du championnat si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais est-ce que vous auriez pensé ça en début de saison? Dire que on aurait dû gagner ou que c'est une faute professionnelle de pas avoir réalisé le résultat qu'il fallait contre d'aussi gros clubs. Alors, faut relativiser. Moi, je parle pas en tout cas, je parle pas du contenu, je parle juste du fait d'avoir fait tirer Grand-Cyr sur le penalty, c'est juste ça. Après, évidemment, tout à fait. Par contre, évidemment, c'est énorme. Enfin, je trouve ça. Bien sûr, c'est super. Moi, de toute façon, les 2 matchs, je les voyais perdants. Hein. C'est quand et encore bien perdants. Moi, j'avais peur qu'on se prenne une valise. Je l'avais dit dans le chat d'ailleurs. J'avais peur qu'on se prenne une valise contre le PSG. Mais franchement, non, c'est des très bons résultats. En tout cas, dans le contenu, c'est super. Et pour moi, le match, si tu veux, qui peut laisser le plus de regrets, enfin, un des matchs pour moi du Havre, c'est peut-être à Lyon. Surtout quand on voit ce qui est en train de devenir Lyon.
Il y avait quand même la place ce soir-là d'Essine. Après, c'était un match très moyen. Ouais, mais on a une cage vide quand même. Hein. Ouais, je sais. Et notre ami Grand-Cyr encore. C'est Grand-Cyr, ouais. Il nous coûte quand même 4 points, Grand-Cyr. Hein. Ouais, je sais. Mais vous savez, Samuel Grand-Cyr, c'est quand même un joueur. Encore une fois, c'est des joueurs qu'il faut avoir aussi dans le contexte Ligue 1. Voilà, c'est comme lorsqu'on va chercher Abdoulaye Touré, même si ça fait un petit bout de temps qu'il a joué à Nantes, qu'il n'était pas revenu en France, si je dis pas de bêtises, depuis quelques années. Et c'est un pari, c'est quasiment le même pari que Grand-Cyr, sauf qu'il y en a un qui est gagnant et l'autre qui est perdant. Non, mais ça, même pas perdant. Franchement, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, Grand-Cyr, non, parce que pour moi, il nous offre quand même la Ligue 1, Grand-Cyr. Hein. Et puis il égalise à Montpellier aussi, il faut pas l'oublier. Il égalise à Montpellier, ouais. Donc on va dire. Non, bien sûr. Ouais. Quand je dis perdant, c'est par rapport au contexte Ligue 1, pas par rapport à ce qui s'est passé en Ligue 2. C'était un joueur c'est comme Cornet qui était au Havre l'année dernière. Je veux dire, c'est des joueurs qui étaient décisifs dans la montée en Ligue 1. Gauthier Lloris allait chercher d'Auxerre, alors qu'il vient tout juste de monter, c'est une super idée. Donc non, je parle juste du contexte entre guillemets Ligue 1, si je puis dire. En tout cas, si je peux me permettre, Reda, je suis content de ton intervention parce que tu as un point de vue extérieur sur notre équipe. Et c'est vrai que nos débats sont souvent passionnés et on a parfois tous tendance, hein, je me mets dans le lot aussi, à avoir une vision très de supporter et à être dans l'émotion et d'avoir ton point de vue justement d'extérieur, de professionnel, de Ligue 1, c'est de remettre les choses en place dans le contexte. Et quand tu dis que notre performance contre Paris dans le contenu, c'est que c'est remarquable et que malgré tout on est à des années-lumière de Paris et ce qu'on a fait malgré la défaite, ça fait du bien à entendre parce que c'est vrai qu'on lit un petit peu les discussions qu'on peut avoir ou ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, entendre dire ce que Quentin, je suis désolé entre de dire que hier c'était une faute professionnelle, c'est pas entendable quoi. Enfin, je rebondis là-dessus. Je suis désolé, mais moi ça me fait sauter sur mon siège. Excuse-moi, Vivien, mais du coup jouer à la baballe pendant une demi-heure, en gros, c'est pas une faute professionnelle. Mais tu peux pas dire ça. Non, on a joué au PSG. On a joué à la baballe. Je suis désolé. C'est pas Rodez. Allez, je vais vous mettre tous d'accord. Reda, tu voulais intervenir? Oui, juste une dernière chose. N'oubliez pas. Pour moi, vraiment, et merci Vivien d'avoir dit que je prenais un peu de recul, etc. Mais moi, je vois les choses aussi d'un point de vue financier. Je pense que vous êtes tous au courant, en tout cas ceux qui s'intéressent aux affaires du football français, savent ce qui se passe avec CVC et ce qui s'est passé avec Le Havre. Oui. Alors là, je sors peut-être un peu de mon rôle de journaliste, mais qui est un scandale absolu et qui ressemble plus à un espèce de règlement de compte qu'autre chose. Mais bon, ça c'est... Je pense que vous avez des dirigeants qui en parleraient mieux que moi. Et donc, ça a engendré une perte d'argent, ce qui fait que Le Havre est parti en Ligue 1 avec des clopinettes et en termes financiers et quasiment dans les mêmes conditions avec lesquelles le nouveau staff ou la nouvelle direction est venu au club la saison passée, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Et avec ça, malgré tout, il y a une équipe qui tient, qui est cohérente, qui a encore plein de choses à travailler. Mais c'est quand même, il reste combien de journées dans cette Ligue 1? À peu près 20 journées, si je dis pas de bêtises, 19 journées. Une trentaine, et ça reste quand même présageant encore de très très belles choses. Il y a des marges de progression. Oui, on espère que Mohamed Bayo va se réveiller, parce qu'il est capable d'être décisif dans une équipe contexte maintien. Oui, Samuel Grand-Cyr, effectivement, pour l'instant, c'est pas encore ça, mais on sait qu'il a des qualités et qu'il est capable de faire mieux. Il y a des jeunes qui sont en train de s'adapter à ce niveau-là. Ça prend petit à petit. Il y a un mercato d'hiver aussi. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui va jouer son rôle chez toutes les équipes. Et là, il faudra être très, très attentif à ce qui se passe en Ligue 1 à ce moment-là, parce que ça risque d'avoir un sacré impact, surtout à un moment assez clé dans la saison. Alors, je crois qu'il y a que 2 journées qui sont touchées par la CAN, mais quand même. Donc voilà. Tout ça laisse présager de très, très belles choses. Encore une fois, dans un contexte économique qui est pas exceptionnel pour le club. Romain, tu avais une stat intéressante, je crois, à nous donner. Ouais, alors c'est grâce à Nasty Hackman, qu'on connaît tous bien, qui l'a tweeté tout à l'heure. Après des débuts tonitruants, l'attaque du Hack est devenue moribonde et n'a marqué que 2 buts lors des 8 dernières rencontres, dont 7 matchs sans scorer.
Voilà, donc on en a parlé, on a discuté là-dessus. C'est notre grosse faiblesse, ça l'est depuis quelques saisons, même en Ligue 2. On pensait en début de saison être reparti du bon pied de ce côté-là, et là visiblement on est de nouveau dans le dur. Mais malgré tout ça, il y a quand même des enseignements, Guillaume. Ouais, il y a des enseignements positifs à tirer du match contre le PSG, notamment les prestations XXL de la défense centrale. JC, ils ont été énormes. Lloris, Sanganté et Youté. Ah bah surtout Lloris qui était, j'ai trouvé stratosphérique. J'avais peur avec sa vitesse et puis finalement non, il est toujours très juste, toujours dans l'anticipation et franchement c'est du très très haut niveau ce qu'il nous a fait sur ce match-là. Franchement épatant. Aucun tacle de la tête par contre, ça c'est décevant. C'est décevant. il en a pas eu besoin. Et Clément Yacine Keshta, il a de nouveau montré qu'il était un titulaire indiscutable, non? Décidément, vous voulez absolument me faire parler de Yacine Keshta. Mais parce qu'on sait que tu l'aimes. Ouais, je l'aime bien, mais j'aime bien tous les joueurs, moi. Même Grand Chien, je l'aime bien. Je sais que CC il aime pas et aussi, il aime bien. Non, je plaisante. Lui, il aime personne, lui. Non, Keshta, ouais. Je voulais finir sur une note positive. Ce qui est bien avec Elsner, c'est que tu vois, il essaye d'adapter son schéma à l'adversaire. Et Keshta, quand t'as des équipes qui sont un peu plus regroupées en défense ou que tu dois amener une palette un peu plus technique, je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve que son association avec Targaline est super intéressante aussi, quand on va voir Kuzeyev là qui commence à être un petit peu fatigué, ou quand tu voudras faire tourner parce que Touré, voilà, c'est pareil, il va pas avoir une planche tous les matchs. Je trouve que Targaline Keshta en milieu à 3, c'est vraiment intéressant. Moi, il y a un joueur aussi que franchement j'adore, j'ai aussi adoré hier, c'est Etienne Youté. Franchement, un mec, quelle sérénité en défense contre Mbappé, c'est incroyable. Je m'y attendais pas. Et pour moi, typiquement, il va rester titulaire très longtemps s'il joue comme ça. Ouais, c'est un sacré joueur quand même, Etienne Youté. Ouais. On va glisser tranquillement vers la conclusion. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Dites-moi juste une précision, parce qu'on parle de la défense du HAC qui tient. C'est quand même un enseignement. Certes, il y a eu des 0-0, mais il y a eu beaucoup de 0 buts encaissés et beaucoup de clean sheet avec Arthur Desmas, et Lloris. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre gardien des moins de 17 là? C'est une justement, tu me fais le lancement, tu vois, regarde, écoute, tu me fais le lancement vers la conclusion parce que c'est mon travail. Mais tu n'as pas lu le conducteur, mais c'est parfait. Avant de nous quitter, on voulait justement tirer un coup de chapeau à Paul Arnier, qui a été désigné meilleur gardien de la Coupe du Monde du 17 en Indonésie. Alors certes, c'est vrai qu'il échoue en finale au tir au but, mais il a fait une compétition remarquable. Alors, on espère tous que Mathieu Bonnemer arrivera à le garder parmi nous. Il est 4e dans la hiérarchie, mais c'est toi qui es gardien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut garder un joueur comme ça après une telle compétition? Il va signer au PSG. Il est même plus là. Il est plus là, c'est Si, non, mais je suis occupé là. Oui, il est en train de répondre. Il y a Ronan qui l'a. Il est tourne sur Twitter, le pauvre. Il y a Ronan, il est avec Ronan. Il s'en prend plein la tronche. Non, par contre, la discussion est très cordiale et voilà. T'es pas dans un space marseillais en même temps, toi, par hasard? Je suis en train de faire un quiz. Je suis en train de faire un quiz sur le quiz, sur le space du TFC là. Oh, quel arnaqueur celui-là. Non, j'ai bien écouté. On n'avait pas multitâche. Mais non, par contre, là, Paul Arnier va revenir. Enfin, je pense qu'il va avoir des vacances. Hein. Il va peut-être avoir. Non, il joue en Gambardella dimanche. Ouais, il a dit. Ah ouais, d'accord, ok, bon, pas parfait. Pas de vacances. Ok, donc non, par contre, Paul Arnier à voir. Il va jouer en Gambardella dimanche. Honnêtement, pour avoir des connaissances qui vont voir des matchs de la réserve et U19, je pense que Paul Arnier peut déjà prendre la place de Koné sans problème. Après, en plus, si Gorgelin est blessé, pourquoi pas être au moins remplaçant. Sur la fin de carrière. Hein. Ouais, et puis Gorgelin, sur la fin de carrière. Je pense que Arnier, en plus Gorgelin. Arnier, on va peut-être le voir bientôt. Hein. Enfin, bientôt, au moins en Coupe de France, je pense qu'il serait capable d'être là. Moi, je suis pas sûr. Lucas Elsner a parlé de lui l'autre jour en conférence de presse. Il a un peu calmé les journalistes qui étaient présents à la conf, en leur expliquant qu'il était encore un petit peu vert, que c'était un petit peu tôt pour lui. Il avait des grosses qualités, il avait un gros potentiel, ça personne n'en doute.
Mais, Non, mais il n'est pas encore prêt. Et puis, ce que je vois, les gars, ce que je vois, c'est qu'on va certainement ressortir un nouveau gardien de but. Ça faisait oui, très oui, longtemps oui. que c'était Ouais, pas arrivé, les gars. Ah. Parce que Brice Samba devait sortir, mais il est parti avant. Et donc derrière, on a fait que recruter à ce poste-là et on n'avait pas l'habitude de ça du tout. Hein. Après, il faut Je prendre, crois que c'est des depuis pincettes Zachary quand même. Boucher. Hein. Zachary Boucher qui a Tout connu à fait, une ouais. période qui est Tout à fait. compliquée. Malheureusement, il n'a pas confirmé, mais je crois que c'est depuis quasiment cette époque-là. Ouais, Alors que exactement. Le Havre, avec Mandanda, on parlait de Wenzel un petit peu, mais a eu quand même de grands gardiens dans ses buts. Je voulais juste, moi, il y a une trajectoire qui peut être intéressante, c'est la trajectoire de Lucas Chevalier à Lille, c'est-à-dire un prêt qui peut être salvateur en Ligue 2 si le Havre se maintient et qui pourra lui permettre de prendre, en épaisseur. Lucas Chevalier avait eu un prêt convaincant du côté de Valenciennes, il avait été drivé par Jérémy Janot. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et au moment où Lille a connu des difficultés avec Jardim, etc., il a su saisir sa chance. Voilà quelque chose qui pourrait convenir à Polarnier, en tout cas à long terme. On va le prêter à notre club satellite Concarneau, parce qu'on on en a déjà deux là-bas. Après, il est encore très jeune, hein. Il a que 18 ans, il va avoir 18 l'année prochaine. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, CSC. Je pense que Koné a encore un avenir au club. Koné, c'est aussi un très bon gardien. Et pour moi, je pense que je suis pas sûr de le voir si rapidement que ça, Ranier. Alors, en effet, peut-être sous un prêt, mais je pense que Koné a encore sa carte à jouer au WAC. Après, moi, je l'ai pas vu jouer en réserve, on connaît, hein, mais moi, on me dit qu'il fait pas des maths exceptionnels en réserve. Après, ça peut être compliqué, forcément. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit au tout début, Clément, c'est vrai qu'il est encore très jeune. Mentalement, on va voir comment grandit le joueur. Et de là à sortir un gardien comme ça dans le monde professionnel, c'est compliqué aujourd'hui. Donc à voir comment il grandit le joueur au niveau caractère, tout ça. Mais en tout cas, il a un grand potentiel. C'est sûr et certain. Il est très très bon. Sur ces belles paroles, oui. Allez, une petite dernière et puis on va conclure, les amis, parce que demain il y en a qui bossent. Non, je vais juste dire que c'était un Grandvillais, donc bravo à lui aussi d'être né à Grandville. C'est toujours une bonne chose d'avoir un Grandvillais en championnat de France. Il est pas né à Évreux, lui. Non, à Grandville. Ah. C'est pour ça qu'il aura pas sa chance. Voilà, en tout cas, on a passé un super space. Hein. Reda, merci infiniment d'être venu avec nous. Merci à vous, les mecs. Merci à vous. C'était un plaisir. Ben non, mais c'était passionnant. Franchement, en tout cas, perso, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que tous les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à t'écouter. C'était vraiment passionnant. Avant de conclure, je voulais juste qu'on ait une grosse pensée pour les féminines du HAC qui accueillent ce dimanche au stade Océane le PSG pour, on espère, accrocher, voire battre les Parisiennes et frapper un grand coup dans cette dernière Arkema. Les filles, on est tout cœur avec vous. Tout à l'heure, il y avait Roman Anger, je l'ai vu avec les bugs de Twitter, mais j'ai vu qu'il y avait Roman. Donc, on est tout cœur avec vous, les filles, et on espère vraiment que vous allez pouvoir faire un super résultat. Merci en tout cas à tous ceux qui sont intervenus dans ce space, que ce soit par le chat ou vocalement. Merci encore, Reda, pour d'avoir accepté notre invitation. On espère te retrouver dans un futur space pour parler du maintien du HAC, j'espère. Pourquoi pas, en fin de saison, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça a été un pur plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité pour probablement le dernier space de l'année civile 2023 avant de passer des vacances de Noël, chacun de son côté. Puis on se retrouvera en janvier. Donc, on vous tient au courant, en tout cas, sur les réseaux pour vous communiquer le nom de notre futur invité. Et puis, on a hâte de vous retrouver tous. Excellente soirée à tous et allez le HAC. Salut. Salut. Merci. Salut à tous. Bonne Ciao. Salut à tous.